Bonjour à tous, voici un petit résumé du chapitre des cannibales dans les essais de Montaigne. C'est parti. Alors on pourrait croire qu'avec un titre pareil, Montaigne va nous parler du cannibalisme dans toute son horreur, du fait quand même de manger des personnes humaines, un acte qui semble être complètement inhumain. Alors vous avez reconnu ici les images, les dessins de Thévet et Jean de Léry. Mais en fait pas du tout, il commence par parler de Pyrrhus, un roi grec face aux Romains. Et voici ce que dit Pyrrhus. « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères, mais la disposition de cette armée que je vois ne m'est aucunement barbare. » Donc en fait, ici, Pyrrhus joue sur les deux sens du mot barbare, et c'est là tout l'enjeu du chapitre des cannibales. Le barbare, à l'origine, c'est celui qui est étranger pour les Grecs. Ça vient même du mot, de la façon de parler, celui qui ne parle pas grec, qui fait des barbarismes. Donc le barbare, c'est tout simplement l'étranger. Et par dérivation, le barbare, c'est celui qui n'est pas civilisé, qui ne sait pas se tenir, qui a des mœurs complètement dépravées, impolies, et souvent cruelles, guerriers. Donc, ce que dit Pyrrhus, c'est que, bon, alors certes, ils sont barbares dans le sens que les Romains nous sont étrangers, mais la façon dont est ordonnée leur armée, vraiment, je me demande si on peut les appeler barbares dans le deuxième sens du terme. Voilà comment, dit Montaigne, il faut se garder de s'attacher aux opinions vulgaires, et il les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. Donc ça va être une sous-thèse de Montaigne. Il ne faut pas juger directement les barbares comme le peuple aurait tendance à vouloir les juger, mais il faut essayer de passer par un raisonnement. Et c'est ce qu'il va s'empresser de faire. Alors d'abord, il précise qu'il s'appuie sur son expérience personnelle. On est dans les essais, et dans les essais, Montaigne parle de ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il pense lui. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans en endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France antarctique. Donc il parle de son secrétaire qui a habité dans la France antarctique au Brésil. Ensuite, il explique que beaucoup de gens se sont autrefois trompés dans l'histoire des découvertes. Par exemple, il fait une longue digression pour parler de l'Atlantide chez Platon, cette espèce de continent, on ne sait pas trop où il était, puis il aurait disparu. Et ça fait dire à Montaigne cette phrase très célèbre: « Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. » Donc on a toujours l'impression qu'on commence à connaître quelque chose, qu'on commence à connaître un pays, mais en fait, notre connaissance est trop faible. Et ces raisonnements qu'on applique aux continents comme l'Atlantide ou comme l'Amérique, on va aussi l'appliquer aux sauvages. Alors ensuite, il fait une digression pour dire, bah oui, de toute façon, la Terre bouge, rien n'est stable, donc on ne peut pas trop avoir des jugements stables. Il donne 3 exemples. Premièrement, l'Atlantide qui a disparu. Deuxièmement, il parle de la Dordogne qui apprête chez lui et qui petit à petit avec l'érosion va changer les paysages. Puis enfin, il parle de son frangin qui habite dans le Médoc, et puis dans le Médoc, il y a des dunes de sable, donc ça change sans cesse. Là, on a l'impression que la mer gagne du terrain, donc rien n'est sûr dans ce bas monde. Après cette digression au sujet de l'Atlantide, c'est important de se rappeler que Montaigne, comme il écrit ce qu'il pense, pas au fil de la plume, mais au fil de la pensée, sa pensée ne va pas d'un point A à un point B. Donc il fait souvent des digressions, il va partir sur un sujet. Ça va se voir notamment dans le chapitre d'Écoche, qui en fait ne parle pas, le sujet principal, ça va pas être d'Écoche. Donc après cette digression au sujet de l'Atlantide, il est question des Carthaginois. Les Carthaginois, c'est un peuple de l'Antiquité qui habite ici, qui aurait découvert l'Amérique, mais en fait, il y aurait eu trop de monde à vouloir partir là-bas, et ils ne voulaient pas se retrouver dépeuplés, donc ils ont décidé d'arrêter, de couper la route vers l'Amérique. Cet homme que j'avais était simple et grossier, ce qui est une condition propre à rendre un véritable témoignage. Alors ici, en fait, Montaigne explique que les gens qui sont simples sont plus fiables, donnent des témoignages plus fiables que les savants, parce que les savants vont avoir tendance à rajouter de l'intellectualisation et vont interpréter les faits quand ils les racontent, alors qu'un homme simple, son témoignage, il est fiable, on peut s'y fier, on peut compter dessus. Ça lui permet de construire un argument d'autorité. Ce que je le sais d'un homme simple. Or, les hommes simples ont tendance à donner les vrais faits. Donc ce que je sais, ce sont les vrais faits. Par ailleurs, il fait une digression, il dit, mais j'aimerais bien d'ailleurs que chacun n'écrive que sur ce qu'il sait. Par exemple, il donne l'exemple de quelqu'un qui connaît qu'une seule rivière ou qu'une fontaine, et qui voudrait se mettre à écrire toute la physique. Alors ensuite, on va enfin entrer dans la thèse de Montaigne, après ces préliminaires. Or, je trouve, pour en revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, la nation des cannibales. À ce qu'on m'en a rapporté,
Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Donc en fait, il joue sur les deux sens du mot barbare. Il dit que le barbare, c'est seulement l'étranger à nous, celui qui ne fait pas les mêmes choses que nous. Il en rajoute, nous n'avons d'autre mire que de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Donc en fait, quand nous jugeons, nous ne jugeons que en fonction des opinions et des habitudes de notre pays, de notre culture. L'homme a une tendance à juger en fonction de ses valeurs, des valeurs qu'il a eues depuis son enfance, et ça va altérer son jugement. Alors certes, ce sont des sauvages, ils ne sont pas civilisés, mais, demande Montaigne, qu'est-ce qu'il y a de mieux entre la nature et l'art, entre le naturel et l'artifice, entre celui qui est sauvage et entre celui qui est civilisé? Il répond, en fait, ce qui est de mieux, c'est la nature. Il va donner l'exemple des fruits sauvages, qui sont délicieux, sans que l'homme ait besoin de les travailler. Il va donner l'exemple des nids d'oiseaux, qui sont de beaux ouvrages, ou des toiles d'araignées. Et il ajoute, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à notre vaine et folle entreprise. Donc en fait, la nature est bonne en soi. Ça, c'est le début du mythe du bon sauvage, je reviens pas là-dessus, mais c'est l'idée que ce qui est naturel est bon et que c'est la société qui va tout corrompre. Donc les cannibales, ils sont naturels, et ce qui est naturel est bon. Alors ils sont tellement sauvages et tellement naïfs que même Platon, qui pourtant a beaucoup écrit sur l'âge d'or, les âges premiers, il n'aurait pas pu imaginer un peuple aussi naïf. Un peuple où il n'y a pas de commerce, pas d'écriture, pas de mathématiques, pas de droit, pas de travail, pas de respect de hiérarchie dans la parenté, pas de vêtements, pas d'agriculture. Alors ensuite, on va un peu décrire la vie des sauvages. Donc ils ont une vie qui est assez cool, qui fait envie, avec un temps clément, il n'y a pas de maladie, il y a de la nourriture partout. Et Montaigne va, j'ai pas résumé ici, mais il fait une longue description sur sur une ou deux pages, une description ethnologique des mœurs des sauvages. Donc l'ethnologique, ça veut dire, c'est quand on étudie un peuple, une ethnie. Donc voilà, il va étudier comment se passe la journée des sauvages, comment ils chassent, comment ils pêchent, que font les femmes, que font les hommes, etc. Cette description se fait de façon scientifique, sans aucun jugement. Alors les sauvages n'ont notamment pas de chef, ils ont juste des anciens qui enseignent deux choses, la vaillance contre les ennemis et l'amitié à leurs femmes. Tiens, comme par hasard, ce sont les valeurs de la chevalerie. Ce sont les valeurs qui ont guidé l'Occident pendant tout le Moyen-Âge et qui résonnent encore à la Renaissance dans le cœur de Montaigne. Finalement, les sauvages, qu'est-ce qu'on leur apprend? La même chose que nous, la chevalerie. Ils ont également des devins, et si les devins se trompent dans leurs prédictions, on les hache en 1000 pièces, et un peuple qui faisait déjà ça chez nous, ça permet de faire un lien entre les sauvages et l'Antiquité européenne. Ce sont les Scythes. Donc les Scythes, c'est un peuple qui est plutôt qui correspond qui est plutôt oriental, hein, mais qui quand même a eu un lien avec nous, avec notre Antiquité. Alors on en vient enfin, après tout ça, au cannibalisme. Comme si c'était pas le sujet principal, hein, on a fait un long préliminaire pour expliquer comment vivent les sauvages et on en vient enfin au cannibalisme. Alors premièrement, on va beaucoup insister sur le fait que les cannibales sont très vaillants au combat, vraiment, ce qui leur importe, c'est la vaillance au combat, et qu'en fait, s'ils mangent leurs ennemis, c'est pas du tout pour se nourrir, c'est juste pour des raisons guerrières, c'est pour se venger des ennemis. Ils traitent extrêmement bien leurs prisonniers, et pour le repas, ils font toute une cérémonie, qui est assez sympa, où on va assommer ensemble la personne, on envoie même des morceaux de corps aux amis qui sont absents. Et enfin, pour enfoncer le coup, Montaigne explique que les Portugais, quand ils les tuent, ils font bien pire que du cannibalisme. Les Portugais, ils vous enterrent jusqu'à la ceinture, ils vous tirent dessus des flèches, et puis ensuite, si vous n'êtes toujours pas mort, ils vous pendent. Montaigne conclut, je ne suis pas Marie que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, donc l'horreur barbare du cannibalisme, mais je suis Marie, oui, bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. En fait, il fait ici une concession, certes le cannibalisme est affreux, et puis après le mais, là, il donne sa thèse. On ferait bien de regarder un peu la barbarie chez nous, on les juge mais on est complètement aveugle sur nos propres fautes qui sont pires que les leurs. Alors cette thèse, c'est la thèse du relativisme, je ne reviens pas dessus, c'est l'idée que, en fait... je reviens pas dessus. Alors... Montaigne continue et il explique qu'il pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort.
Donc en fait, les cannibales, certes, ils mangent les hommes, mais au moins ils le mangent une fois qu'il est mort. Or, nous, pendant les guerres de religion, on a mangé des hommes vivants. Il va donc faire une description des horreurs des guerres de religion, et à côté de ce qu'on fait en Europe au XVIe siècle, le cannibalisme, ça a l'air de rien du tout. Donc chez nous, en France, pendant les guerres de religion, on va déchirer des corps qui sont encore vivants, on les fait rôtis, et on les donne à manger aux chiens et aux pourceaux. Donc ça, oh pardon pour la faute à pourceau, donc ça c'est encore pire que le cannibalisme. Montaigne insiste, il dit bien que c'est un témoignage personnel pour donner encore plus de force à ce témoignage de l'horreur. Il dit, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, ces horreurs de la guerre de religion, j'atteste que c'est vrai. En plus de cela, pour appuyer le clou, en Occident, le cannibalisme n'est pas un si grand tabou. Nous aussi, on a pu le pratiquer. Alors premièrement, les stoïques, c'est un courant de philosophie, pensaient qu'on pouvait se servir de notre corps. Notre corps ne doit être qu'un outil, il n'est pas sacré, et on peut même le manger. Les Scythes, dont on a déjà parlé, mangeaient pour se nourrir. Nos ancêtres à Alésia, pendant le siège, ont mangé les femmes, les vieillards, les enfants, pour pouvoir tenir le siège. Donc nos propres ancêtres ont déjà fait du cannibalisme. Enfin, on est à la Renaissance, on commence à pratiquer les dissections, donc les médecins eux-mêmes vont utiliser le corps. Le corps n'est plus un truc sacré auquel on ne touche pas, on peut l'utiliser. En revanche, par contre, les horreurs des guerres de religion, ça, il n'y a aucune excuse. Personne ne peut les approuver. Autant le cannibalisme, il y a quelques excuses, autant les horreurs des guerres de religion, il n'y en a pas. Dit Montaigne. Nous les pouvons donc, voici la conclusion, nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toute forme de barbarie. Donc certes, ce sont des barbares parce qu'ils quand même, ils mangent les gens, mais par rapport à nous, on ne peut pas les appeler barbares parce que nous sommes beaucoup plus barbares qu'eux. Montaigne va ensuite faire l'éloge des cannibales. Premièrement, alors là il va vraiment fort, hein. Oui, alors s'ils font la guerre, c'est pas pour acquérir d'autres territoires, c'est juste parce que on met du zèle dans la vertu. Donc c'est parce qu'on est trop vertueux en fait qu'on fait la guerre. En plus de, comme on a naturellement tout en abondance dans la forêt, on n'a pas de désir excessif de possession. On va pas voler les autres, on va pas chercher à prendre ce qu'ont les autres, chercher à prendre les territoires des autres. On est juste vertueux. Et d'ailleurs, quand on prend nos ennemis, on veut bien les relâcher. La seule chose qu'on leur demande, c'est de se reconnaître vaincus. Mais les ennemis sont trop fiers. En fait, aucun vaincu n'accepte de ne pas être mangé. Donc en gros, le cannibalisme, c'est juste parce que les vaincus refusent de s'avouer vaincus, refusent de s'incliner, et ils vont même demander à être mangés. C'est un peu... Montaigne va loin. Hein. Alors, et ensuite il fait une petite digression pour dire que, bah oui, ça c'est vraiment très très beau d'être fier dans la défaite, parce que quand on est victorieux, c'est pas toujours pour des raisons très nobles. Alors il fait une liste, hein, il dit, bah oui, alors ça peut être parce qu'on est bien raide, mais ça, quelqu'un qui porte les fardeaux a cette même qualité. Ça peut être juste parce qu'on est de bonnes conditions physiques, mais alors, franchement, il n'y a aucun mérite. Ça peut être juste parce qu'on a combattu et que notre ennemi s'est retrouvé ébloui par la lumière, mais ça, c'est un coup de chance. Ou ça peut être juste parce qu'on est bon à l'escrime, mais ça, c'est un savoir-faire qu'on apprend, donc ça n'a aucun rapport avec nous. Non. La vraie qualité, c'est le cœur, le courage. Cœur et courage, c'est la même racine. La vaillance. Or, cette vraie qualité, c'est la qualité des sauvages. On va insister encore plus là-dessus quand on sera dans Décoche. Après, il donne quelques exemples pour prouver qu'en fait, la pire défaite, c'est de s'avouer être vaincu. Alors, premier exemple, les Hongres. Donc, les Hongres, c'est un peuple qui a donné la Hongrie et qui est lié aux Huns et à Attila. Les Hongres, eux, ils poursuivaient leurs ennemis, mais une fois que les ennemis s'avouaient « alors merci », ils disaient « bah oui, je suis vaincu, je me rends », ils le relâchaient. Parce que le plus important, c'était juste que les ennemis s'avouent vaincus. Également, Montaigne va développer l'exemple du roi de Sparte, le roi Léonidas aux Thermopyles. Alors, qu'est-ce que ça ? En fait, c'est une guerre de l'Antiquité, la guerre médique, pendant laquelle les Grecs et les Spartiates combattaient les Perses. Or, les Grecs ont été trahis et les Perses sont arrivés en nombre, donc ils étaient des dizaines, voire des centaines de milliers. Et les Grecs ont dû faire une retraite rapide. Et Léonidas, le roi de Sparte, se propose, il prend 300 personnes. Je pense à mon avis que c'est là d'où vient le film 300, je sais pas. Il prend 300 guerriers et il se propose pour garder un défilé. Vous le voyez dans le tableau de David, hein, un défilé c'est comme une sorte de canyon, quoi.
il se propose pour garder le défilé et pour tenir, même s'il sait qu'ils vont tous y passer, le temps que les Grecs puissent réorganiser leur armée. Cette défaite, va dire Montaigne, mais en fait, c'est peut-être une défaite, la défaite de Léonidas, ils sont peut-être tous morts, mais quelle belle défaite. En fait, c'est plus une victoire qu'une défaite. Alors Montaigne en revint aux cannibales prisonniers, et en fait les cannibales qui sont prisonniers, ils ont cette fierté, ils ont ce côté bravache, ils sont tous joyeux, et ils vont même provoquer ceux qui les ont fait prisonniers, donc ils vont cracher dessus, ils vont les appeler, et il va même donner l'exemple d'une chanson, Montaigne, qu'il connaît, qu'il a eu, et la chanson, le principe, c'est de dire « Ah ouais, bah allez-y, mangez-moi, j'ai vraiment hâte que vous me mangiez, parce que de toute façon, moi, je vous ai tellement vaincu, j'ai tellement mangé vos parents, vos frères et sœurs, que quand vous mangerez, ça sera votre famille que vous mangerez. » Donc voilà, il montre bien vraiment à quel point les cannibales sont pleins de bravoure. Enfin, les prisonniers demandent à être mangés. En plus de ça, les cannibales, ils sont polygames. Ils ont plus ou moins de femmes en fonction de leur vaillance. Et non seulement ça, mais les femmes, elles sont tellement sympas qu'elles s'empressent de trouver encore d'autres femmes. Ce sont elles-mêmes qui vont présenter, qui vont mettre des femmes dans les bras de leur mari. Alors Montaigne, et on va retrouver ça chez plusieurs autres hommes qui parlent des sauvages, Montaigne trouve ça merveilleux, il crie au miracle. La polygamie, en fait, ça fait... on a beau avoir les valeurs de la Renaissance, la polygamie, ça fait toujours rêver ces messieurs. Hein. Alors Montaigne trouve ça super, et il dit, bah, chez nous aussi, on a des hauts personnages qui l'ont fait. Alors on a dans l'Ancien Testament, Léa, Rachel, Sarah. Sarah, c'est la femme d'Abraham qui a proposé à Abraham d'aller faire un enfant avec une servante. On a Livia, la femme de l'empereur Auguste, et la palme revient quand même à Stratonique, déjà elle a un super nom, qui non seulement a donné sa femme de chambre à son mari, mais en plus de ça, elle a élevé les enfants que cette femme de chambre a eus comme en futur roi. Bon, ça n'a pas marché, mais quand même, voilà. Enfin, Montaigne recopie une chanson d'amour des cannibales, une chanson qu'on lui a ramenée, et il dit, mais dis donc, moi je m'y connais pas vraiment en poésie, mais quand même, j'ai quand même bien l'impression que cette chanson elle est très belle, elle est pas du tout barbare. Dernier clou enfoncé pour montrer que quand même, c'est chez les cannibales, il y a de belles choses. Il termine son essai des cannibales avec une anecdote. Du temps de feu Charles IX, donc feu Charles IX, ça veut dire qu'au moment où Montaigne écrit, Charles IX est mort. Du temps de feu Charles IX, il y a trois cannibales, les pauvres, qui ont quitté la merveille du Brésil et qui sont arrivés à Rouen. Ils ont rencontré le roi, et le roi a discuté avec eux, et on a cherché à les impressionner par un dispositif très pompeux, très beau, comme à chaque fois en France qu'on allait voir des émissaires venus d'autres pays. Ensuite, on a demandé à ces cannibales ce qu'ils ont trouvé admirable, et ils vont répondre pas du tout ce qu'on aurait pu attendre. Ils vont répondre, premièrement, on comprend pas pourquoi les gardes qui à côté, qui sont forts et qui sont armés, se soumettent à un enfant, parce que Charles IX est encore très jeune. Pourquoi est-ce qu'ils prennent pas le pouvoir pour eux? Deuxièmement, je vais dans la rue, je vois vous tous les beaux seigneurs avec toute cette pompe, tous ces ornements, puis je vois aussi des gens très pauvres. Je comprends pas pourquoi les pauvres ne se soulèvent pas pour récupérer vos biens. Alors ici, Montaigne utilise le principe de la fausse naïveté et du regard distancié sur nos sociétés. Donc on va retrouver ça dans beaucoup de textes argumentatifs où on fait intervenir des étrangers, par exemple l'ingénu de Voltaire ou les lettres persanes de Montesquieu. En fait, il fait parler quelqu'un qui ne connaît pas notre civilisation et qui va s'étonner sur certains de nos usages, que nous on est tellement habitués qu'on ne va pas les remettre en cause. Mais lui, il va s'étonner et ça va nous pousser, nous aussi, du coup, ce regard hyper naïf et spontané sur notre culture, ça va nous pousser à nous poser des questions nous-mêmes sur notre culture. C'est le principe de la fausse naïveté et du regard distancié. Montaigne fait passer ses idées derrière la voix naïve des Indiens. Il recopie ces questions des Indiens parce que derrière lui aussi se pose en quelque sorte la question de d'où vient l'autorité. Pourquoi est-ce qu'on se soumet à un roi alors qu'on pourrait le renverser? Cette question d'ailleurs il va la poser, et ce sera la fin, à un des cannibales, qui va demander à un Indien pourquoi est-ce que tu as de l'autorité, pourquoi est-ce qu'on t'appelle roi. L'Indien lui répond c'est parce que j'étais très vaillant à la guerre. Donc on voit vraiment que c'est leur critère numéro 1. C'est parce que j'étais vaillant à la guerre. Du coup je suis suivi à la guerre par un énorme nombre d'hommes. Et partout, quand je vais dans la jungle visiter les différents villages qui reconnaissent mon autorité, du coup on me dresse des chemins pour que je puisse passer tout à mon aise. Montaigne conclut.
Alors c'est quand même un discours très impressionnant hein, de l'Indien, un discours qui fait son petit effet, et Montaigne conclut en une seule phrase. Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi? Il ne porte point de haut de choses. Alors le haut de choses, c'est ça. Sous-entendu, bon bah ils ont l'air plutôt pas mal ces cannibales, mais qu'est-ce qu'on leur reproche? Ah bah oui, ils portent pas de haut de choses. C'est une référence, 1, au fait que les Indiens sont nus, et 2, au fait qu'on va les juger en fonction d'un critère complètement superficiel, c'est-à-dire des vêtements polissés comme les nôtres. C'est une pique finale qui est censée nous laisser un petit sentiment un peu amer avec de l'ironie pour montrer à quel point nos critères quand nous jugeons des gens sont complètement ridicules. D'accord? C'est comme si, je sais pas, vous voyez Hawkins, le scientifique, qui a fait une énorme. Qui a théorisé dans sa brève histoire du temps, qui a fait avancer la physique de grands pas, et que vous le disiez, ouais, pas mal, mais enfin bon, il en faudrait roulant. D'accord? Donc cette pique finale va, avec de l'ironie, nous montre que quand même parfois nos jugements sont complètement à côté de la plaque. Voilà, donc je laisse Montaigne avec son regard très joyeux et très sympathique vous dire au revoir, et je vous ferai également un résumé des coches. À bientôt!